Ce texte est un texte assez comment dire, central dans la discussion sur les partis politiques. Et c'est surtout c'est un texte qui donne une analyse. Prenez ces chaises à côté, je pense qu'on aurait pu aller là-bas. On n'est ni de droite ni de gauche, un discours qu'on entend de plus en plus un peu partout, mais qui a évidemment des nuances assez différentes. Je pense, mon interprétation, c'est que leur manière de l'entendre, c'est de refuser en quelque sorte les traditions, les langages, la symbologie en quelque sorte des partis classiques italiens, parce qu'ils mettent en quelque sorte un relief, un exergue des contradictions. Par exemple, parti de droite de Berlusconi, qui théoriquement, disent-ils, devait faire la révolution libérale, c'est les partis qui a créé une sorte de agence nationale de la fiscalité qui a mis en difficulté pas mal de citoyens et d'entreprises, ce qui est donc pour eux paradoxal. Et de l'autre côté, les partis démocrates ont fait les Jobs Act, donc qui est un peu la même chose que le Code de travail, la réforme du Code de travail de Macron. Et donc voilà, pour eux, en quelque sorte, droite et gauche, ça ne veut plus rien dire. Moi, je ne suis pas de la même opinion, mais oui. Il faut juste pour faire un tout petit point de chronologie, parce que quand on dit, on l'entend souvent par il faut savoir quand est né les Cinque Stelle. 2009. Voilà. Et puis, voilà, juste un tout petit point de chronologie pour savoir quelle est sa durée de vie. C'est pas né d'hier. Donc il y a toute une construction avec, voilà, juste, voilà. Je parle de ça, c'est ça? Oui, juste une minute sur la chronologie et son implantation dans le milieu politique, c'est-à-dire les élections municipales qu'on nous a gagnées. Voilà. Aussi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de durée, c'est pas quelque chose qui naît aujourd'hui, parce qu'il y a Macron par exemple, parce qu'on pourrait, si on pense que voilà, le ni droite ni gauche est devenu à la mode, c'est intéressant de voir que c'est un thème qui court depuis assez longtemps. Oui. Oui, donc comme je disais, il y a une préhistoire, le mouvement a été fondé en 2009, mais juste avant ça, il y a eu les V-Day, parce qu'il y en a eu 3. Donc comme je disais tout à l'heure, c'était les premiers pour éliminer les condamnés du Parlement. Le deuxième, c'était pour libérer les médias, on va dire ça comme ça, enfin des conflits d'intérêts. Et la troisième, c'était sur l'Europe, pour changer un certain nombre de points des traités européens. Et donc les premiers pas du mouvement 5 étoiles, avant d'arriver au niveau national, c'était les mairies. Donc il y a eu, depuis plus de 10 ans, quelques conseillers qui ont été élus à plusieurs endroits du pays pour justement faire de watchdog. Au début, l'idée était assez modeste, c'était simplement de faire une sorte de contrôle depuis l'intérieur de ce qui se faisait à l'intérieur des mairies. Ensuite, petit à petit, ils ont commencé à gagner les mairies et du coup, il y a quelques dizaines de villes qui sont maintenant gérées par les 5 étoiles. Je ne sais pas si c'est... Donc, d'autres éléments qui peuvent vous donner des éléments pour vous faire une opinion sur l'idéologie, parce que je pense que, évidemment, on peut se dire post-idéologique au sens où on refuse des langages bien connus, mais si on prend la définition d'idéologie, c'est le fait d'avoir un système de valeurs et une vision de l'ordre social. Donc ça, évidemment, n'importe quel parti politique doit en avoir une. Et donc par exemple, ça c'est une phrase sur laquelle Di Maio, donc les candidats Premier ministre du mouvement 5 étoiles actuel, répètent beaucoup. Je veux gouverner pour les 99% des Italiens contre les 1% qui possèdent les 25% de la richesse. C'est un peu le même leitmotiv de Occupy Wall Street à New York.
Ensuite, ils ont présenté, ils sont fortement ancrés sur accès environnement. Donc, ils ont présenté il y a 2 ans un plan énergétique national de sortie des sources fossiles d'ici 2050. Ils ont travaillé, on va dire, pas mal avec le mouvement de la décroissance. Donc, par exemple, Serge Latouche a été plusieurs fois interviewé par le blog de Beppe Grillo dans les années passées. Et maintenant, le candidat ministre au développement économique qui a été présenté récemment, il s'appelle Fioramonti. C'est un chercheur de l'université de Pretoria en Afrique du Sud et qui a écrit, enfin je n'ai pas lu donc, mais j'ai très envie de le lire, des livres qui en fait mettent en doute l'usage du PIB comme instrument, comme indicateur du bien-être des pays. Ensuite, ils sont fortement ancrés aussi sur l'anticorruption. Ils ont un paquet, je sais pas comment, une sorte d'ensemble de lois pour combattre la corruption qui est vue pas tant par les 5 étoiles, mais par beaucoup de magistrats en Italie, comme les traits d'union en fait entre l'administration publique et les mafias. Donc sans la corruption politique, les mafias n'auraient pas les pouvoirs qu'elles ont aujourd'hui en Italie. Et puis un autre élément qui m'intéresse directement, c'est dans leur programme sur la recherche, par exemple, le fait de la proposition de vouloir augmenter le pourcentage des PIB au financement en 30 à 3%. Ça, j'ai déjà dit. D'autres slogans, toujours pour donner comme ça quelques éléments de langage. Un autre slogan, c'est « Personne ne doit rester à la traîne ». Alessandro Di Battista, qui est une sorte de frontman qui ne candidate pas aux prochaines élections, mais qui a été parlementaire national, il se bat toujours contre ce qu'il appelle capitalisme financier, qu'il définit même comme un nouveau fascisme. Et puis autre chose, je vous donne tout ça parce que pour moi c'est des éléments en quelque sorte pour parler aux électeurs de gauche surtout, sans utiliser les termes des gauches. Parce que par exemple, quand Di Maio va dire que les ministres doivent avoir tête et cœur, cœur en quelque sorte c'est une façon un peu simpliste évidemment de faire référence à une valeur de la solidarité, de la justice sociale, etc. Donc lui, c'est Di Maio, le candidat Premier ministre. Il a 31 ans, il a été vice-président de la Chambre des députés. Parce que, en fait, en Italie, les présidents des chambres, donc Chambre des députés et Sénat de l'autre côté, doivent normalement être donnés aux oppositions. Et donc, ces 4-là, c'est 4 ministres, candidats ministres, qu'il a présenté hier soir. Et donc, lui, c'est au développement économique, comme je vous disais. Celui-là, c'est un avocat qui va s'occuper... C'est un juriste. Lui aussi, hier, on lui a posé la question quelle est votre tradition politique? Il a répondu j'ai une tradition de gauche. Bon, je ne vais pas les présenter dans les détails, mais toujours l'accent est mis justement sur la compétence, parce qu'ils sont très sensibles à cette critique. On leur dit toujours vous êtes des incompétents, vous n'avez jamais fait de la politique, comment est-ce que vous allez gouverner un pays si vous n'avez même pas eu des expériences préalables. Et du coup, donc ce qu'ils disent, c'est qu'ils connaissent les secteurs dans lesquels ils vont œuvrer, et de l'autre côté, les cœurs, ils connaissent la souffrance des personnes. Oui, donc c'est lui, donc un troisième des 4 que je vous présentais, il a travaillé il a été critique contre le Jobs Act de Renzi, dont je vous parlais tout à l'heure, et puis il est très sensible au problème des inégalités du revenu.
Voilà, et après, on a des articles comme ça qui disent que le mouvement 5 étoiles est contaminé par l'extrême droite. Alors, normalement, quand on fait cette critique sur les médias, ça arrive de moins en moins, je dois dire. Ça, c'était plus fréquent il y a longtemps. Mais en quelque sorte, quand on fait cette critique, c'est parce qu'on fait référence au programme immigration. Donc, je vais vous, en quelque sorte, comparer pas les programmes, parce que je l'ai cherché sur les sites officiels du Parti démocrate, les programmes sur l'immigration, ça n'existe pas. Par contre, je peux vous dire ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont fait dans le dernier gouvernement, parce qu'ils étaient au pouvoir. Donc ils disent vouloir dépasser les traités du Dublin. Ça c'est transversal, pas seulement à Mouvement 5 étoiles et à la gauche, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite en Italie en ce moment. Le Parti démocrate il a fait aussi, ça c'est une chose assez grave, ils ont le ministre des étrangers, des affaires étrangères qui s'appelle Minniti a entamé des accords avec, dans la dernière année et demie, des accords avec la Libye, que vous savez être pas un pays avec un gouvernement, enfin c'est un peu dans les désordres. Donc les interlocuteurs ont été plutôt les tribus, où on peut les voir comme des mafias, et donc en quelque sorte l'État italien, ça il y a des preuves, hein, donc je parle pas d'un point de vue, comment dire, partisan, c'est d'avoir interagi avec les trafiquants de migrants qui se trouvent sur la côte nord, enfin sur la côte libyque, pour garder les migrants et pour pas les faire embarquer sur les bateaux. Donc, justement pour en quelque sorte flatter l'électorat de droite italien, pour dire, vous voyez, même avec la gauche, vous n'avez plus de migrants, parce que les problèmes de l'immigration est très très, comment dire, perçu comme fondamental par les Italiens, alors que les sondages sont assez contradictoires, parce que les Italiens perçoivent l'immigration comme un problème qui donne beaucoup d'insécurité au niveau national, mais lorsqu'on leur demande s'ils se sentent insécures dans leur ville, ils disent oui, on se sent sécure. Donc en fait, certains font l'hypothèse que du coup cette perception soit plutôt créée par un langage évidemment médiatique plus que réel. Surtout par l'extrême droite de la Lega Nord, qui est un peu le Front National italien, qui a un langage très violent contre les migrants. Certains du Parti démocrate, en particulier à Rome, c'est pour ça qu'à Rome, Virginia Raggi du Mouvement 5 étoiles a gagné il y a presque 2 ans, c'est parce que le Parti démocrate qui avait administré la ville dans les 2 années précédentes a été en quelque sorte destitué parce que on avait découvert dans un procès qui s'appelle Mafia Capitale, donc mafia de la capitale, parce qu'on pensait que normalement les mafias italiennes sont seulement au sud, donc Sicile, Calabre, Campanie, et les Pouilles, oui, surtout, ouais, aussi la Sardaigne, mais en fait, non seulement les mafias du sud vont au nord de l'Italie et font des commerces là-bas, il y a eu une sorte de 5e mafia à Rome qui dans les intercestations, on entendait il disait on fait plus d'argent avec les business des migrants qu'avec la drogue ou les armes. Et impliqués dans cette histoire, il y avait des gens du Parti démocrate. Ça, c'est une autre chose assez importante. Apparemment, Renzi a négocié avec la Commission européenne la possibilité de dépasser la limite de 3% de la dette sur le PIB
en échange du fait de garder tous les migrants, en fait. Donc, ce qui est déjà prévu, en quelque sorte, par les traités de Dublin. Je rappelle que le traité de Dublin impose aux pays qui reçoivent les migrants de premier abord de les garder. Et donc, de ne pas les redistribuer d'une manière égalitaire à tous les pays européens. Ensuite, Renzi avait aussi proposé les jus culturae, donc pour donner la nationalité aux enfants des migrants qui avaient fait au moins un cycle scolaire en Italie. Et ça a été souvent appelé jus soli, alors que jus soli, ça existe seulement aux États-Unis, et c'est en fait quand on est dans le pays qu'on assume la nationalité de ces pays. Potere al Popolo, c'est un parti qui a été fondé il y a 2 mois, qu'on qualifierait d'extrême gauche, et qui a des relations avec Mélenchon. Donc voilà, pour vous faire comprendre que ça, un peu, c'est la sphère. Et donc, comme vous pouvez voir, en fait, tous les points du programme de cette partie d'extrême gauche par rapport aux 5 étoiles sont pareils, sauf 2 points. Les jus soli que le Potere al Popolo veut faire tel quel, alors que le mouvement 5 étoiles veut le faire en concertation avec les autres pays européens, parce qu'ils disent ceux qui rentrent en Italie rentrent en Europe. Et je m'arrête ? Non. Et ensuite, et c'est ça les points sur lesquels on les accuse d'être de droite, c'est que par rapport à Potere al Popolo, qui veut accueillir non pas seulement les réfugiés politiques, mais aussi les migrants économiques, le mouvement 5 étoiles veut rapatrier les migrants économiques. Si je peux me permettre de dire mon opinion, je ne suis pas d'accord avec ces points. Je suis beaucoup plus d'accord avec un accueil général, mais en même temps, je me dis que Potere al Popolo a moins d'attention vis-à-vis des dispositifs de démocratie directe dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, il n'a pas des grandes chances de rentrer au Parlement, parce qu'il y a un seuil de 3% qu'il faut atteindre et dépasser pour pouvoir rentrer au Parlement, et probablement ils ne vont pas l'atteindre. Je m'arrête ? Non, mais Ça, c'est la deuxième partie. Et des militants, des adhérents et toutes sortes d'experts et de compétences pour venir gouverner un pays. À côté de ça, donc, naît une forme où un parti est aux mains de ses adhérents et pas de la direction. Et donc, pourquoi l'intérêt pour Rousseau, pourquoi je voulais que vous parliez de ça, c'est parce que l'utilisation d'Internet, l'utilisation de certains types de plateformes Internet dédiées à la décision politique permettent une délibération interne et une prise de décision collective à l'intérieur de ces mouvements-là. Et donc pour moi, c'est un des marqueurs les plus forts de la différence entre un parti et un mouvement, c'est cette capacité pour un mouvement d'avoir que les militants et les adhérents aient un contrôle sur la direction et sur les porte-paroles qui se donnent. Donc voilà. Et Rousseau est une de ces plateformes-là. Donc je vais juste, avant de parler de Rousseau comme ça, c'est ce qui est fondamental dans les mouvements, c'est l'existence sur Internet. Voilà. Par contre, si Rousseau inclut évidemment cet aspect de contrôle sur les fonctionnements internes au parti, et chose qui est faite aussi par Podemos et par la France Insoumise, pour autant que j'en sache, ces partis-là n'ont pas la fonction de la possibilité de proposer des lois de la part des inscrits sur la plateforme et de les discuter. C'est pas les mouvements 5 étoiles qui ont inventé ça. Déjà, les partis des pirates allemands, islandais et suédois avaient déjà une plateforme open source qui s'appelle Liquid Feedback pour faire la même chose. Il y a une autre en Argentine aussi qui s'appelle Démocratie, dont on a parlé la dernière fois, qui s'appelle Démocratie OS, où des partis argentins s'étaient constitués sur une plateforme.
Donc, comment elle marche? Donc, je vais parler à la fin de l'ex iscritti parce que c'est la chose la plus intéressante. Donc, toutes les autres, enfin, l'ex Europa, l'ex Parlamento, l'ex région Sicile. Pourquoi la Sicile? Parce que la Sicile est une région. On a 20 régions, 5 de ces régions en Italie sont à statut spécial. Donc ça veut dire qu'ils ont plus d'autonomie et donc certaines, donc la Sicile en particulier, a un petit parlement, chose que les autres régions n'ont pas. Ils ont des assessorats, enfin, mais pas de petits ministres, mais ils n'ont pas un vrai parlement. Donc toutes ces lex, on va dire, c'est la possibilité que de discuter des lois proposées par les élus. Donc les élus, à tous ces niveaux, donc national, européen ou régional, proposent des lois, ils les mettent sous la forme des articles, commas et tout ça, en ligne, et les inscrits peuvent commenter, intégrer, etc. Là, donc, par exemple après, e-learning, c'est lorsque des élus qui ont déjà de l'expérience partagent des vidéos, des articles, de savoir-faire pour les nouveaux élus. Donc justement pour pallier en quelque sorte à ces manques d'expérience administrative. Sharing, c'est un peu la même chose que e-learning, mais d'un autre point de vue. Call to action, c'est toutes les activités, donc une sorte de base de données nationale pour toutes les activités sur les territoires qui peuvent aller de la collecte de signatures à des manifestations, à des flash mobs, etc. Ouais. Ensuite, scudo della rete, ça veut dire les shells. Ça veut dire pour faire barrage, en quelque sorte, aux attaques. Bouclier. Merci. Bouclier du réseau, ça veut dire justement que les mouvements 5 étoiles donnent une aide d'un point de vue légal à ceux parmi les activistes et les élus qui ont des problèmes avec la justice. Donc fundraising, c'est le fait qu'ils refusent d'être financés par des lobbies, ils refusent, on va dire, toutes les offres qui dépassent un certain seuil que je ne me rappelle plus, mais en tout cas c'est très très faible. Et voilà. Alors donc, l'ex iscritti. L'ex iscritti, c'est la possibilité des inscrits de proposer une idée de loi. Non pas dans les termes d'une loi, donc c'est pas aux inscrits de proposer les articles, les commas et tout ça, mais en quelque sorte de proposer une idée de loi. Périodiquement, tous les 2 mois, ils collectaient une centaine de propositions qui étaient... Donc les élus du Parlement, ils les filtraient pour voir si soit elles étaient anticonstitutionnelles, soit si elles rentraient en conflit avec les programmes, soit si elles rentraient en conflit avec les 5 étoiles, qui font de frontières idéologiques, on va dire. Donc, quand vous rentrez évidemment dans ces sections, vous avez toute l'explication pour que ce soit... je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors, donc, oui. Ça, c'est lorsqu'on commente une loi proposée par un élu. Donc, ça commence avec une brève vidéo du premier signataire de la proposition qui présente en 10 minutes un peu les idées fondamentales de cette proposition de loi. Ça, c'est une description par écrit de la proposition. Ça, c'est les articles. Et ensuite, vous avez la possibilité de soit proposer une intégration, soit proposer une modification, soit une objection, soit une suggestion, soit un vice de forme, un vulnus, quand il y a un problème. Et donc, finalement, les commentaires vont s'afficher en bas de la page et normalement, oui, c'est 60 jours. La discussion en ligne
prend 60 jours. Et au bout de 60 jours, le premier signataire prend en compte tous ces commentaires et essaye de les intégrer. Donc ça, c'est la présentation de l'ex scripti. Je passe directement à la chose un peu plus claire. Donc, quand tu veux insérer ta proposition, donc ça c'est vraiment le dispositif le plus bottom-up qui est prévu pour le moment. Donc vous donnez un titre à la loi, vous établissez donc la thématique, donc les objectifs évidemment, donc vous faites une analyse des problématiques que votre loi veut aller attaquer. La description c'est la partie la plus longue, donc vous décrivez exactement quel dispositif combien de sous, etc. Vous prévoyez qu'est-ce qu'il faut changer de manière collatérale. Et ensuite, évidemment, les domaines d'application, santé, instruction, sécurité, etc. L'état de la législation actuelle en Italie, donc vous êtes obligé, moi j'en ai proposé une, donc l'état de la législation actuelle, donc vous devez faire des recherches en quelque sorte pour voir ce que c'est l'état de la chose. Parfois il n'y a rien, donc vous mettez il y a rien. Aussi, s'il y a la possibilité de comparer avec d'autres pays, donc si vous êtes inspiré par d'autres pays, voilà, vous faites mention de ça, et aussi avec des liens, des sources, etc. Et puis si vous avez une expérience personnelle, donc si par exemple un enseignant veut proposer, ou un agriculteur veut proposer une loi dans son domaine, il expliquera pourquoi les lois existantes lui empêchent de... etc. Donc, les réactions, disons, au Civic Tech, parce que ces dispositifs sont appelés Civic Tech, Civic Technologies. Il n'y a pas seulement les plateformes de discussion de loi, dans les Civic Tech, il y a aussi, par exemple, le fait qu'on puisse avoir des open data, les big data ouvertes aux citoyens. Et du coup, pour les peu que j'en ai lu d'un point de vue sociologique, philosophique, bon, il y a en gros deux grands camps, soit ceux qui regardent avec un certain intérêt aux outils numériques, et soit des critiques qui voient ça comme un solutionnisme technologique. C'est quoi ça? Ça veut dire ils critiquent les porteurs des Civic Tech en tant que des naïfs qui croiraient à une sorte de déterminisme technologique. Donc ça veut dire l'idée, la conviction selon laquelle j'invente une technologie, je la mets dans le social et puis ça va donner automatiquement des effets sur le social. Évidemment, c'est une position contestable parce que les technologies ne viennent pas de nulle part, elles viennent déjà d'un contexte social, et surtout quand elles rentrent dans un contexte social, elles sont forcément reconfigurées. Donc on les utilise d'une manière différente par rapport à celle qui était affichée. Donc voilà, et l'autre critique qu'on fait au Civic Tech, c'est que bon, voilà, c'est une manifestation d'une idéologie de la société des consommations qui risque d'atomiser les collectifs et ouvrir la voie au régime autoritaire. Ça c'est assez paradoxal parce que comment on peut dire que des gens qui veulent ouvrir les espaces démocratiques ouvrent la voie au régime autoritaire? Parce qu'en fait c'est une critique assez bien fondée. Si on imaginait un pays, ça évidemment c'est ouvert à la discussion, je peux sûrement apprendre plus de vous. En quelque sorte, ça risque d'atomiser, donc de détruire les collectifs, de détruire les débats quand on se regarde dans les yeux, et du coup instaurer une sorte de dictature de la majorité. Donc les minorités ne vont plus être respectées et tout ça. Il faut dire que si j'ai bien dit que bon, les premiers objectifs du 5 étoiles, c'est d'instaurer effectivement ces outils, installer ces outils dans la constitution italienne, ça ne veut
pas dire pour autant qu'ils n'envisagent pas d'autres moyens d'ouverture aux espaces de la démocratie. Donc, sur tous les territoires nationaux, avant même que le mouvement 5 étoiles soit fondé, il existait sous forme de meet-up, donc des groupes de citoyens qui s'est rencontraient pour discuter des problèmes citoyens, pour organiser des activités au niveau local. Et ça existe toujours. Et c'est de là-bas que viennent les candidats, parce qu'il faut savoir une chose, ça c'est un autre élément de contexte important. La France, depuis la Ve République, comme l'Espagne, comme les autres pays, n'a jamais changé sa loi électorale, ou sauf une fois pour un aspect marginal. En Italie, on a changé 5 fois les lois électorales depuis 1948 à aujourd'hui. Ça veut dire que, grosso modo, chaque parti qui arrive à avoir suffisamment de pouvoir change les règles du jeu pour essayer de... Voilà. Donc, la dernière a été faite en 2017. Et donc, maintenant, vous avez les 2/3 des candidats qui sont dans les collèges plurinominales et qui sont nommés par les secrétaires. En fait, les 2 catégories sont nommées par les secrétaires des partis. Les 5 étoiles, pour éviter justement de nommer d'eux-mêmes les candidats. Pardon, je m'excuse, parce que j'ai travaillé la loi électorale, comme on dit, aucun Italien ne la comprend vraiment bien, et donc Fabrizio va trop vite sur l'histoire. Donc la loi, c'est un mélange assez curieux. Il y a des listes uninominales, donc où des personnes, comme on connaît ça en France, des personnes se présentent à la candidature. Et il y a des listes plurinominales, c'est-à-dire on vote collectivement pour le parti, et c'est le parti qui arrange les personnes, selon le pourcentage de voix qu'on aura obtenu, le 12e candidat, le 13e candidat, le 14e candidat arrivera, et ça c'est les partis qui décident la liste. Donc le système actuel, donc celui qui a été voté, fait que alors, 2/3 des candidats sont sur des listes plurinominales, et 1/3 des candidats sur des listes uninominales. Et donc, alors bon, je voulais vous emmener le bulletin de vote italien, parce qu'ici on ne connaît pas du tout ça. Bon, en fait, auparavant, ça c'est un système qui existe aussi en Belgique, peut-être dans d'autres pays, on pouvait avoir des votes de préférence. On votait pour un parti, mais on cochait à l'intérieur, il y avait la liste des gens, et on pouvait cocher la personne qu'on préférait dans le parti. Et le parti était tenu de donner faveur à la personne qui a le plus de voix de préférence pour changer l'ordre que le parti donnait. Donc ça existe aussi en Italie. Mais et donc on coche beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les bulletins de vote américains, c'est vraiment c'est 40 pages où il faut travailler comme des dingues, c'est pas comme ici, on met un bulletin et c'est bon. Et en Italie c'est pareil, donc il y a actuellement 8 cases qu'il faut cocher selon qu'on vote pour les uninominaux, les plurinominaux et pour les voix de préférence. C'est un système assez curieux. Donc, mais pour l'instant... Il n'y a pas de vote de préférence pour les plurinominaux. Ah oui, non, pour les plurinominaux, oui, ça c'est vrai. Et donc mais alors après, il y a une autre petite chose qui est intéressante. En tout cas, bon, pour expliquer les listes uninominales et les listes plurinominales, donc l'Italie est divisée en circonscriptions, et c'est dans les circonscriptions qu'il y a des votes uninominaux, c'est-à-dire qu'il y a un candidat d'un parti qui se présente, et puis il y a à côté de ça un vote pour les partis. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Oui, et donc pour bypasser cette nomination par les secrétaires, les 5 étoiles, déjà en 2013, ils avaient fait ça, les parlementaires comme les primaires. Donc les parlementaires, c'était justement d'utiliser la plateforme Rousseau pour créer de manière plus démocratique par les inscrits la liste des candidats aux plurinominaux. Les candidats aux uninominaux ont été nommés par les 5 étoiles, par Di Maio, la direction, on va dire, aussi. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que voilà, donc les candidats aux plurinominaux viennent des meet-up. Les candidats aux uninominaux ne viennent pas des meet-up. Les 5 étoiles, pour éviter l'accusation d'incompétence, ont ouvert la candidature à des gens qui ne faisaient pas partie du mouvement, mais qui se reconnaissaient éventuellement dans les valeurs et qui acceptaient de candidater avec eux. Ah, il y a toujours un critère, c'est n'avoir jamais fait de politique avant. Non. Dans quel sens? Oui, mais pas être dans d'autres partis. Ah, moi j'avais compris qu'il ne fallait pas qu'ils aient appartenu à des partis auparavant. En tant qu'élu ou candidat, oui.
mais avoir fait de la politique avant, bien sûr. Ah oui, non, en tant que candidat, c'est avoir ça. une carte, quoi. Oui. Il ne faut pas avoir d'autres cartes électorales, d'autres partis. Enfin, oui, cartes d'autres partis. L'appartenance à un autre parti. Et alors, il y a une petite subtilité italienne, c'est qu'un même candidat peut être candidat uninominal, plurinominal. C'est-à-dire qu'on peut lui donner 5 chances d'être élu. Et dans plusieurs endroits. Et donc, oui, parce que c'est ça. Le même candidat peut candidater dans plusieurs circonscriptions et dans plusieurs listes. Donc, juste des subtilités italiennes. Ouais, je vous donne un exemple de ça, c'est que la ministre Boschi du gouvernement Renzi a été accusée de conflit d'intérêts avec des banques de son territoire qui ont fait faillite, et donc tous les épargneurs, on dit ça, les épargnants sont très fâchés contre cette ancienne ministre, et du coup Renzi l'a candidaté partout ailleurs, on va dire comme ça, pour lui assurer un poste. Donc elle est candidate maintenant à Bolzano alors qu'elle vient de la Toscane. Bref. Bolzano, c'est à la frontière autrichienne. Oui, au nord de l'Italie. Loin. Oui. Ensuite, donc, ça c'est toute la liste des choses en quelque sorte qui complexifient, qui s'ajoutent évidemment au dispositif numérique. Donc les systèmes qu'ils appellent graticola, c'est comme une sorte de filet. Donc c'est un système de filtration pour les candidats aux plurinominaux qui vont être connus, vont se présenter, vont être connus par les inscrits au meet-up locaux. Ensuite, évidemment, ils font des manifestations. Et les candidats, les élus 5 étoiles, depuis 5 ans, ils travaillent aussi le week-end en participant à des événements sur tous les territoires. Voilà. Ensuite, ils ont aussi mis en place parfois, pas toujours, des tours dans les quartiers pour collecter les plaintes des personnes, et donc ça c'était au niveau des mairies. Ensuite, à Turin, moi-même j'ai assisté une fois, parce que j'ai interviewé 4 élus de la mairie de Turin qui est 5 étoiles, pour les bouquins justement, et j'ai assisté donc à une assemblée thématique les samedis matins sur en fait les partis démocrates avant avaient privatisé un espace que les citoyens veulent garder comme public. Donc maintenant que les choses sont entamées, les 5 étoiles ont du mal à essayer de le garder public, et du coup il y a ces assemblées pour discuter. Donc il y avait les membres de la mairie qui s'occupent justement de l'urbanisme. Ensuite, dans quelques villes, donc à Mira, un petit village de la Vénétie, à Ragusa, donc en Sicile, et à Rome maintenant, ils ont installé les budgets participatifs, comme à Paris, donc la possibilité de décider, les citoyens décident une partie. Ça a été inventé, si je ne me trompe pas, au Brésil, à Porto Alegre, qui était en fait beaucoup plus complexe et beaucoup plus sérieux comme chose, je dois admettre. Mais en tout cas, c'est la possibilité, surtout par rapport à Paris, où les budgets disponibles pour les citoyens est très faible. Donc les citoyens décident comment employer les sous de leurs impôts. Donc ça, je l'avais dit déjà. Et aussi, il y a une forte attention à essayer de décentraliser le plus possible les pouvoirs aux régions et puis aux mairies. Un autre ordre de critique, c'est que Rousseau n'est pas open source. Dans ma thèse, moi je travaille sur un groupe de sciences qui sont des sciences computationnelles. Donc ça m'arrive d'interviewer pas mal d'informaticiens. Et quelquefois, il m'est arrivé à la fin de l'interview pour ma thèse, de leur demander à part qu'est-ce que tu en penses toi de ça. Ils ne connaissaient pas forcément Rousseau et tout ça. Et quand je leur disais que la plateforme n'était pas open source, eux ils étaient assez scandalisés et disaient que bon voilà, il y a toutes les technologies comme les blockchains qui fonctionnent pour les bitcoins pour rendre open source, et donc et c'est sûr surtout parce que en fait, je pense que l'argumentation principale de la fondation Rousseau, c'est de dire non, on ne l'ouvre pas parce qu'on a peur
des pollutions externes, des attaques des hackers, etc. Donc, ces informaticiens que j'ai interviewés, ils disent, bon, on peut imaginer des choses. Donc, effectivement, ça c'est une critique qu'on peut légitimement faire aux 5 étoiles. Par contre, Rome, qui va installer effectivement une plateforme semblable, cette plateforme-là ne va pas être gérée par les 5 étoiles. Donc ça, pour moi, en tant que citoyen, c'est en quelque sorte une garantie. Mais chacun... Voilà, donc ça, c'est pour un peu dédramatiser, mais enfin, c'est pas ma faute. Je veux dire, les candidats, donc, Berlusconi, avec Forza Italia, voilà. Mais il a été condamné pour évasion fiscale, donc 300 millions d'euros évadés au fisc dans les paradis fiscaux. Il a cofondé Forza Italia avec un mec qui s'appelle Marcello Dell'Utri, qui est en tôle pendant 9 ans pour avoir favorisé la mafia sicilienne. Et dans ces jugements, en fait, la Cour de cassation, donc c'est pas un activiste de 5 étoiles qui dit ça, la Cour de cassation dit que Berlusconi avait payé la mafia pendant toute cette période. Donc il essaye de se nettoyer l'image comme ça. Il y a, dans Forza Italia, il y a 24 enquêtés par la justice. Berlusconi possède 3 chaînes télévisées qui s'appellent Mediaset et contrôle la télévision publique avec les partis démocrates parce que en fait, la télévision publique n'est pas indépendante. Chez nous, elle a un conseil d'administration qui change à chaque fois que les gouvernements changent. Donc les rapports de pouvoir dépendent évidemment du gouvernement en charge. Et lorsque les 5 étoiles se plaignent du fait que donc la RAI, la télévision publique italienne, ne parle pas bien des 5 étoiles, les autres partis leur disent bah, et vous, pourquoi vous ne mettez pas des hommes dans les conseils d'administration? Donc eux, ils disent bah, parce qu'on est cohérent et qu'on ne veut pas de ces systèmes-là. Ensuite, il a été aussi, Berlusconi a été plusieurs fois soupçonné d'être un des commanditaires occultes des tueries de Falcone et Borsellino. C'est des deux juges qui ont été tués en 92 à Palerme, d'où je viens, par la mafia, mais en fait, 20 ans plus tard, toujours des procès de la magistrature, donc pas des complotistes, ont découvert qu'ils n'auraient pas pu faire ça sans le support logistique des services secrets, une partie des services secrets italiens. Donc maintenant, celui qui mène ces procès s'appelle Nino Di Matteo et c'est un peu l'héritier de Falcone et Borsellino. Berlusconi a fait aussi partie de la Loggia Massonica Propaganda 2, donc une sorte de franc-maçonnerie. Il a été inquiété pour prostitution des mineurs. Il est banni des fonctions publiques, et donc il fait campagne électorale pour Forza Italia, mais non seulement il ne peut pas être élu, il ne peut même pas voter, parce qu'il est interdit des fonctions publiques et il ne peut pas voter. Donc on va voter pour quelqu'un qui ne peut pas voter pour lui-même. Ça, c'est le mec qui entôle pour la mafia, et ici, il les protège en disant, ça fait quelques années, en disant, mais lui, il ne peut pas avoir affaire avec la mafia parce qu'il est un collectionneur de bouquins. Ok. Ça, c'est Renzi. Bon, j'ai été un peu... Ok. J'arrive pas à être... voilà. Là, Objectif. Non, non. Le Parti démocrate a 29 enquêtés par la justice, plus de 100 condamnés au niveau national, certains pour médias, dizaines de maires arrêtés. Il a fait les Patto del Nazareno au début de la dernière législature. Nazareno, c'est la rue du siège, donc, comme Solferino, le siège du parti, où une fois il a reçu Berlusconi sans médias, sans comment dire, des personnes pour on ne saura jamais quoi. Ils ont en quelque sorte fait un pacte, un contrat
pour essayer de mener la législature. Parce que, en fait, déjà en 2013, donc aux dernières élections, les mouvements 5 étoiles étaient premier parti. Et ils avaient les 25% et les partis démocrates avaient les 24%. Par contre, ils ont pu avoir la majorité pour un prix des majorités d'une loi électorale, la dernière, celle d'avant, celle-là, qui a été jugée comme anticonstitutionnelle par la suite. Donc, les parlements qui viennent de s'écouler là, des 5 ans, il est anticonstitutionnel. Tout ce qui est sorti de ces parlements, théoriquement, selon la Cour constitutionnelle, c'est, illégitime. Après, je pourrais continuer des heures à parler bien de ces gens-là. Les conflits d'intérêts avec les banques, j'en disais tout à l'heure avec la bourse, qui n'était pas la seule. Ce gars-là, il est le patron de Republica, c'est un peu comme Le Monde chez nous. Et il y a eu une interceptation téléphonique de Benedetti, donc c'est entrepreneur, avec son broker, auquel disait je parlais avec Renzi aujourd'hui, il m'a dit qu'il a les votes, il a les nombres de votes au Parlement pour passer la telle loi sur les banques, donc maintenant tu peux aller investir X sous. Il a investi 5 millions d'euros et il a gagné 600 000 euros les semaines suivantes. Et ça s'appelle insider trading. Donc voilà. Il a des conflits d'intérêts avec les pétroliers. Il y a eu un référendum initié par quelqu'un de son parti qui est contre lui au Pouille. Pour éviter que des multinationales pétrolières puissent exploiter ces forêts, donc les puits de pétrole qui sont dans la mer en face des Pouilles, pour des raisons environnementales et parce que les royalties n'allaient pas à l'État italien. Les Italiens ne sont pas votés suffisamment et donc il n'y a pas eu les quorums. C'est pour ça que les 5 étoiles veulent enlever les trucs du quorum, parce que comme ça, ceux qui vont voter vont vraiment peser. Et si ça avait été le cas, bon, maintenant, les pétroliers ne pourraient pas exploiter ces puits. Et le scandale des dernières semaines, c'est qu'un mec du Parti démocrate, toujours de la Campanie, qui est fils du président de la région Campanie, toujours tout le monde est, donc père et les deux fils sont avec le Parti démocrate, donc le père est le président de la région. Le fils, il est membre de la mairie de Salerne, donc toujours une ville de la Campanie. Et en gros, il y a un média indépendant qui s'appelle Fanpage, qui... donc il y a plusieurs déchetteries qui sont illégales. C'est-à-dire quoi? C'était des ex-caves, d'où on prenait des pierres. Et donc, les mafieux ont... maintenant, les mafieux napolitains ont aussi des masters, ils parlent plusieurs langues, donc c'est pas... et donc, ils ont fait des entreprises pour traiter les déchets toxiques, donc ça veut dire chimiques, radioactifs même, et spéciaux en général, des entreprises du nord de l'Italie et même de l'Allemagne, de la France, etc. Ils vont chez eux et vont leur dire, bon, puisque vous traitez des déchets toxiques et machin, bah, ça coûte cher. Donc nous, on vous fait un prix, un tiers de celui disponible dans les marchés. Évidemment, l'entrepreneur, il est bien content d'épargner des sous. Il fait le truc avec eux, et eux, ils amènent des déchets de ce type-là, et ils les mettent dans cette déchetterie qui ne sont pas du tout isolées, pas du tout agencées pour faire en sorte, etc. Et maintenant, il y a des pans entiers de la Campanie où la terre a de la fumée constante, 24 heures sur 24, pendant des siècles. Donc on l'appelle la terra dei fuochi, terre des feux. Et pas qu'en Campanie. Et il y a des gens tout autour qui meurent de leucémie. Je vous déconseille de manger de la mozzarella magnifique napolitaine, parce que voilà. Donc, les fils de Luca, donc le président PD de la région, il a été filmé avec Fanpage, accompagné par ses ex-camoristes, qui lui dit, bon ok, nous on veut justement
gagner le concours pour traiter les déchets comme ça. Et les mecs il lui demande pas quels sont vos critères, quelles sont vos références, etc. Ouais, ok, ça va, combien vous voulez? Donc en fait, il y a les images où il négocie le taux de pot de vin, c'était à 15%, pour assurer à cette entreprise mafieuse, qui n'existe pas évidemment, parce que tout était faux, pour lui donner la sécurité de gagner le concours. Ça, c'est les partis démocrates. Liberi Uguali est une partie du Parti démocrate qui, à la toute fin de la législature, a fondé un parti un peu plus à gauche, disent-ils. Il y a des programmes semblables à ceux du mouvement 5 étoiles. Par contre, une partie, surtout de ceux qui suivent ce mec qui s'appelle D'Alem, qui était déjà prêt à gouverner avec Berlusconi au milieu des années 90, sont prêts à s'allier avec ce que pas mal de journalistes en Italie appellent Rensusconi. Donc Renzi et Berlusconi, comme s'ils étaient la même chose, droite et gauche. Voilà. Ensuite, il y a donc rapatrier tout de suite 600 000 immigrés. Pouvoir d'expulsion immédiate aux maires, les migrants devront prouver d'avoir un travail rétribué avec les salaires minimum avant même de pouvoir être intégrés dans le travail. Donc en fait, on ne comprend pas comment ça se fait. Ensuite, là, ils cherchent des votes au sud de l'Italie parce que maintenant, avant ça s'appelait Ligue du Nord. Maintenant, lui, il a enlevé du Nord pour se faire voter au sud aussi. Mais quand il s'appelait les Ligue du Nord, il allait dire aux Napolitains Vesuvio lava col fuoco. Vesuvio lave-le avec le feu. Maintenant, il leur demande le vote. Parce qu'il y a un fort racisme, ça je n'ai pas dit peut-être, enfin c'est pas clair. Il y a un peu de racisme de la part de certains citoyens italiens du Nord. Et puis évidemment pas de nouvelles mesures. Non, pas certains. Ça c'est Potere al Popolo. Les problèmes avec ces partis qui personnellement me plaît beaucoup, c'est qu'il a été fondé il y a 2 mois. Moi, d'ici, j'aurais même pas pu le voter parce que ils n'ont pas réussi à obtenir le nombre de signatures pour être dans les circonscriptions étrangères. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ils risquent de ne pas arriver aux 3% et du coup de ne pas rentrer au Parlement. Et ça, c'est un risque que beaucoup ne voudront pas courir parce que un vote donné à un parti qui ne rentre pas au Parlement est distribué à tous les autres. Donc tu risques de voter Potere al Popolo et ton vote va être distribué à Berlusconi. Et ils n'ont pas de programme sur la participation. J'ai fini. Voilà. En fait, une question sur Ouais. Parti Popolo, pardon. Oui. Pouvoir au peuple. oui, voilà, c'est ça. Pour se convertir dans un parti politique, il faut que les citoyens... Comment est-ce qu'un parti c'est oui, c'est fort à l'Italie? Il faut collecter un certain nombre de signatures. Je ne connais pas les détails, désolé, mais il faut collecter un certain nombre de signatures et ils n'ont pas réussi à les collecter pour les circonscriptions. J'arrive pas à le dire. Oui. Bref, à l'étranger. Voilà. Ah, Il y a 12, Mais- il y a mais- 12 sièges au Parlement italien qui sont réservés aux électeurs étrangers. C'est-à-dire que les Italiens résidant en France votent pour 12 sièges. C'est une liste de plurinominal. Plurinominal avec. Hein. Pour les étrangers, c'est quoi? C'est par parti, on vote le parti. Toi, Plurinominal avec préférence, c'est Avec ça. préférence. Voilà. merci, désolé d'avoir pris autant de temps. Description de Rousseau, et où je dormais, où j'ai pas dormi, mais on est passé à l'élection du 4 mars. Je voulais donner un minimum de contexte. Voilà, c'est ça. Donc là, mais alors il faut rajouter, des éléments. Donc, je vais dire les éléments rapidement, et puis vous reprendrez après. Donc, ah oui, alors surtout, bon, je voulais signaler une chose. Là, on a montré un type qui s'appelle Salvini, donc qui est le chef de la Ligue du Nord.
donc il y avait un très très bon article dans Libération hier qui rappelait le racisme que Fabrizio ne veut pas dire, mais la Ligue du Nord, c'était un parti qui voulait séparer la Padanie, c'est-à-dire l'Italie riche du Nord, du Sud, en disant on n'a pas à donner à ces chiens de l'argent. Okay, donc changer de nom, ça veut dire quelque chose. Qu'aujourd'hui, la Ligue du Nord essaye de draguer en Sicile, en Campanie, en Sardaigne, des gens qu'ils insultaient il y a pas plus de 15 ans. Les sondages donnent en Sicile le 7%, je ne sais pas comment. Mais... Voilà, alors, bon, parce que, évidemment, ils tablent tout sur un discours anti-immigré le plus fort possible, ce qui est étrange. Alors, dans la loi électorale italienne, donc, ce qui se passait la dernière fois, dans la dernière loi électorale, le premier parti arrivé en tête, je l'avais dit, obtenait un bonus de 50 députés qui permettait d'avoir une stabilité au Parlement, une majorité au Parlement. Ce bonus a été supprimé, sauf qu'il a été remplacé par un seuil, c'est-à-dire qu'une coalition de partis qui arrive à 40% des voix obtient un bonus, je ne sais pas comment on peut... Pour les 51... C'est ça. Donc, alors, les élections aujourd'hui, comme Fabrizio l'a dit, aucun des partis en lice, sauf pour lui, les 5 Stelle, ne peut arriver à 40%. C'est pas possible. Donc, comme les sondages avaient montré que les équilibres des forces... ah oui, non, juste, je voulais dire... ah oui, oui. Non. Donc, comme les équilibres des forces sont tels que tout le monde sait qu'il n'y aura pas de parti qui aura 40%. À la différence du PD, la dernière fois, qui avait réussi à avoir ça, et Renzi. Donc, les partis se sont mis en coalition. Donc, la dernière fois que j'étais en Italie, il y a 2 semaines, les gens votent pour des coalitions. Il y a une coalition de centre-droit et une coalition de centre-gauche. Donc, les 5 Stelle, eux, sont hors du jeu. Eux, ils disent on ne fait pas alliance avec aucun de ces partis qui, comme Fabrizio l'a montré, sont tous corrompus du début jusqu'à la fin. Et donc, l'idée des 5 Stelle, c'est on n'a jamais mis les mains dans cette merde et voilà, et on n'y rentrera pas. Ce qui fait, je vous avais expliqué ça la dernière fois, que la loi électorale a été faite sur l'idée que comme les 5 Stelle ne feront pas d'alliance et qu'ils n'auront pas les 40%, ils seront exclus du jeu. Mais de l'autre côté, les partis se sont mis en ordre de bataille et ont fait 2 alliances. Une alliance de centre-droit et une alliance de centre-gauche. Et ce type-là, qui est un fasciste notoire, et non seulement lui, mais il y a un autre parti encore plus fasciste qui s'appelle les Fratelli d'Italia. Ah non, et puis Casapound et Forza Nova. Non, ils sont des néofascistes. Oui, il y a des vrais néofascistes, donc il y a les Fratelli d'Italia qui sont l'ancien Front National, et Casapound, mais eux c'est très très petit, peu importe. Ce qui est hallucinant dans l'histoire, parce qu'on parlait d'idéologie au début, c'est que ce type, qui est une vraie ordure fasciste, en fait il apparaît maintenant comme un type de centre-droit. C'est dire la dégradation, disons, des positions idéologiques. Moi, je trouvais ça absolument effroyable. C'est-à-dire que, bon, Berlusconi a fait alliance avec eux, et il avait fait alliance auparavant avec eux, mais en tout cas, dans un programme qui est clairement fasciste, avec les ailes fascistes qui sont dans la coalition de centre-droit, on a des gens qui sont des fascistes, des néofascistes, qui apparaissent comme des gens de centre-droit. C'était la première chose que je voulais dire. Et donc, alors l'autre chose, c'est la suivante, c'est que les partis continuent à exister en dehors de ces alliances, et comme on en discutait au café auparavant, il n'est pas du tout sûr. Donc les Italiens votent aujourd'hui en disant, c'était mon expérience, je vote pour la coalition de centre-droit ou pour la coalition de centre-gauche, car ce sont les 2 seules coalitions qui peuvent arriver aux 40%, le rêve c'est ça, et d'avoir le bonus qui leur permettrait d'avoir la stabilité. Mais le problème c'est que aucune des alliances qui ont été soi-disant nouées, en tout cas les Italiens reconnaissent bien qu'il y a une alliance de centre-droit et une alliance de centre-gauche. Mais il y a les sondages qui disent combien chaque parti va avoir, et les gens aujourd'hui disent on ne sait pas si demain, c'est pour ça que c'est très intéressant de voir, si demain, ce qui a été dit mais pas acté, il n'y a pas d'alliance de nature contractuelle entre les partis. Ils ont juste dit on fera ensemble. Mais comme demain il y aura un vote, à l'issue de ce vote, il faudra qu'une coalition ait 40%.
Et cette coalition peut être, en gros, n'importe quoi. Voilà. Donc je vous conseille de voir ce qui va se passer après. Car, alors maintenant, on va revenir au Cinque Stelle, car là, il y a énormément de problèmes politiques que je trouve passionnants, mais en termes de laboratoire ou d'expérience, comme on dit. Alors, la première chose à rappeler, c'est que les Cinque Stelle, parce que ça, c'est quelque chose je pense qu'on ne voit pas, ou je ne sais pas si vous le voyez bien. Les Cinque Stelle, en 2013, ont conquis 25% des sièges au Parlement et au Sénat. Ce n'est pas juste des enfants qui jouent dans la cour et qui disent on voudrait bien qu'il arrive quelque chose. C'est des gens qui sont en train de faire l'activité du gouvernement. Donc pendant 5 ans, ils étaient là dans les affaires, avec cette idée difficile de nouer des alliances à l'intérieur du Parlement pour faire avancer leurs projets, mais sans jamais avoir d'alliance sur les partis et sur les postes. Et ça, je pense qu'on peut lui créditer de ça. Ah oui, je voulais... alors... Donc les Cinque Stelle... Je dis en Ah oui, pardon, non, vas-y. Je profitais du... Non, qu'ils ont voté des lois avec les partis démocrates, par exemple. Donc si maintenant on a une loi qui punit les gens qui font des éco-crimes, c'est grâce aux votations 5 étoiles et Parti démocrate. Maintenant, s'il y a une loi sur l'euthanasie et les biotestaments, voilà, c'est grâce à cette alliance. Donc il y a eu, enfin les 5 étoiles ont toujours dit, on ne fait pas d'alliance parce qu'on ne rentre pas dans la logique de la négociation des chairs ou des jeux de pouvoir. Ah, moi j'ai les 25%, donc j'ai 4 ministres, toi tu en as 15, alors tu en as 3. Des choses comme ça, ils ne veulent pas les faire. Ils le répètent tout le temps. Et ce qu'ils font, et ce qu'ils ont toujours fait, et ça c'est un peu... il faut donner... c'est d'avoir voté sur les choses proposées par n'importe quel autre parti qui soit en accord avec leur programme. En quelque sorte, ils se voient comme ça, on ne l'a pas dit. Les élus du 5 étoiles, ils refusent déjà, donc c'est un jeu à la fois symbolique et à la fois concret, donc ils refusent le terme honorevole, honorable, parce qu'on appelle les élus honorables chez nous. Donc nous, on veut être appelé citoyen, simplement, parce que là, déjà... Et puis, c'est moi qui ai oublié. Moi, j'ai retrouvé. Donc, les questions importantes. Bon, je vais juste rajouter une chose sur le fonctionnement des Cinque Stelle. Les parlementaires reversent une partie de leur salaire à la structure, je ne vais pas appeler ça un parti, à la structure du mouvement. Hein. Donc là, il y a aussi ça. Oui. Exactement. Alors, en fait, ils donnent la moitié de leur salaire depuis le début à un fonds pour les microcrédits, pour les PMI et PME. Sauf que pour pas justement gérer eux-mêmes l'argent, ils ont créé un fonds au ministère de l'économie pour que ça soit géré indépendamment. Maintenant, on a découvert juste pendant la campagne électorale que 8 personnes n'avaient pas restitué tout ce qu'ils avaient promis de restituer. Donc on dit, bah, vous voyez, les 5 étoiles parlent d'un TT et en fait ils sont comme les autres. Oui, sauf que effectivement la direction les a tout de suite expulsés et que quand même 23 millions d'euros ont été donnés, pas remboursés, donnés. C'était de l'argent qu'eux, ils auraient pu toucher. Parce que je rappelle que les parlementaires italiens sont plus payés que Trump. Donc, juste, je viens, parce que comme je l'avais oublié, donc, une des questions, enfin il y a deux questions politiques importantes. Quand un mouvement a cette volonté-là, ce genre de programme-là, c'est-à-dire qu'en fait, bon, une sorte de révolution, moi je viens admettre ça, une révolution dans la manière de concevoir l'entrée des citoyens en politique. Les questions sont les suivantes. La première, c'est celle des alliances. Alors Fabrizio en a un peu parlé, mais il y a énormément de choses qui ont été faites au Parlement italien, enfin, dans le domaine politique italien, en particulier l'élection du président de la République, qui ne pouvait pas se faire sans le Cinque Stelle, et c'est même eux qui ont fait les choses. La loi sur le mariage homosexuel, enfin, toutes sortes de choses. Donc, mais être au Parlement, travailler dans des commissions, produire des textes de loi, négocier des amendements, des choses comme ça, est un type de travail particulier qui a à voir avec construire une loi commune. Bon. Et donc là, la question des alliances, au sens où on les entend en politique, se pose moins que la question du travail collectif. Bon. Mais par contre,
voilà, dans cette élection-là, va se poser la question d'une véritable alliance. C'est-à-dire que si on veut aller au gouvernement, il faut là mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que les Cinque Stelle, soit ils restent en dehors du jeu, soit ils doivent contracter avec d'autres partis. Donc, mais je ne sais pas, mais c'est un des défis. C'est-à-dire que soit on dit, ben, finalement, le gouvernement, c'est pas pour nous, et donc on ne le fait pas. Donc cette révolution citoyenne, disons, qui est toujours lente, il ne faut jamais croire, c'est un truc très très long qui va se faire. La démocratie telle qu'on la connaît, ça a mis 200 ans à se bâtir. Bon, les citoyens, ça va mettre un certain temps. Mais là, maintenant, une des questions formidables, difficiles, c'est celle de comment on se mouille en rentrant dans des circuits qui sont ceux du gouvernement. C'est pour ça que j'avais dit, là, quand ils ont pris la décision à l'été dernier de concourir pour la direction du pays, c'est un véritable pari. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir une structure avec toutes les critiques qui est plutôt démocratique, passer au niveau d'un gouvernement. Et très précisément maintenant, la question de s'allier avec des partis qu'on a critiqués du matin au soir et pour de justes raisons avant, comment on fait cette opération-là? Ça, je trouve que c'est quelque chose de très compliqué. De la même manière, il y a l'expérience du pouvoir. Et là, moi, je regarde un peu la campagne électorale, je disais à Fabrizio, et c'est très étonnant de voir comment une campagne électorale, donc ça, on arrive aux structures formelles de l'action, comment une campagne électorale rabote complètement tout discours qui est un peu trop excessif, un peu trop radical. Et donc, je suis très surpris de voir, par exemple, vous avez vu, il vous a montré Luigi Di Maio. Donc c'est un type, 31 ans, il est toujours en costard avec une belle cravate bleu ciel, rasé de frais, formidable. Alors tout le monde trouve que c'est le genre idéal maintenant en Italie, mais quand il présente son programme, on ne voit pas du tout la différence avec un autre politicien. Et c'est frappant, cette idée de, si tu veux avoir des voix, il faut que tu sois comme les autres. Et donc à quel point ça dénature l'idée même de ce que vous montrez. Voilà, ça c'est des enjeux. Et le troisième enjeu, c'est quand on a un gouvernement. Comment est-ce qu'on maintient le lien avec les citoyens quand on est aux affaires? Ça, c'est des enjeux formidables. Je crois que Syriza connaît le même problème. Podemos, par chance, ils n'ont pas ça. Macron, en France, il n'a pas ça parce qu'il est chef, donc il s'en fout de ce qui se passe en dessous. Mais ça, c'est un enjeu que je trouve incroyablement difficile et qui est une épreuve vraiment pour ce genre de partis qui doivent à la fois gérer. Donc je prends vraiment le cas de Syriza parce que quel que soit ce qu'on en pense, l'idée de faire un référendum, de le gagner, et puis le lendemain de se dédire, enfin, de ne pas appliquer ce que les gens pensaient qu'on allait appliquer, c'est quand même un type de décision qui est cruel, qui est difficile. Donc comment est-ce qu'on maintient quand même cette volonté, parce que je continue à penser qu'il y a une volonté très très forte que les citoyens prennent les rênes du pouvoir, d'une certaine manière. Comment on fait pour maintenir ça avec les alliances, avec la question du pouvoir, avec la question du gouvernement? Ça, je trouve que c'est un truc qu'il faut observer de près. Je retrouvais, quand je parlais des honorables, c'est qu'eux, ils se voient comme des porte-paroles. C'est ça qu'il faut... J'aurais dû dire dès le début. Et je dois dire aussi cette chose que je voulais rajouter, c'est que je dis la dernière fois, bon maintenant, est-ce que c'est juste ou pas, il faut voir. Moi, quand je regardais le site de Cinque Stelle, ce que je voyais, c'était les porte-paroles, les honorables, qui venaient le soir et qui présentaient les textes qui... je me tais. Et où en fait, c'est vraiment une pratique du porte-parole, c'est-à-dire je vous représente à la Chambre, dites-moi si ce que je dis est correct ou pas, ou est-ce que j'ai raté quelque chose, ou est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose. Et ce lien, alors évidemment, ça pose toute la question, tout ça pose bien sûr la question du temps disponible pour un citoyen d'aller sur Rousseau tous les soirs, du matin au soir. Bon, par chance, il y a le chômage, donc ça laisse beaucoup de temps à beaucoup de gens. Eh ben, c'est une boutade, mais c'est très sérieux, c'est-à-dire non, c'est pas une... Enfin, je le dis en boutade, mais je sais que c'est très sérieux. Ouais, enfin, il parle souvent justement du fait qu'il faut dégager du temps pour l'espace politique, pour la réflexion politique, ils veulent faire un revenu de citoyenneté qui n'est pas un revenu universel, c'est comme l'RSA. L'Italie, la Hongrie et la Grèce n'ont pas l'RSA. On n'a pas ça chez nous. Tu veux dire quelque chose?
Et donc, mais il parle à long terme d'installer un revenu universel. Donc déjà, toute depuis les spectacles de Beppe Grillo, en quelque sorte, je me rappelle, à la fin des années 90, il amenait une sorte de petite valise qu'il ouvrait, et c'était un coupe-pelouse, je ne sais pas si... voilà, solaire. Et donc il travaille, bon, tu dis combien il doit faire, et puis il disait, qu'est-ce que tu fais maintenant, si c'est plus toi qui travailles, tu t'allonges sur la pelouse et tu lis un bouquin. Donc c'est un peu, si vous voulez, dans cette optique-là qu'il faut lire l'imaginaire du mouvement 5 étoiles. Sur les alliances, pour être concret, l'Italie, comme je pense toutes les démocraties occidentales, c'est des républiques parlementaires. C'est-à-dire que qui fait les lois, celui qui fait les lois, c'est les parlements. En Italie, les ordonnances ou les 49.3, qui a fait scandale en France dernièrement, nous, chez nous, ça fait 20 ans qu'on l'utilise tous les 5 minutes. Donc ce qu'ils disent, les 5 étoiles, c'est de dire on va respecter la Constitution, et maintenant, celui qui fait... Donc, les gouvernements doivent exécuter. C'est pour ça qu'ils commencent à donner des noms qui ne font pas partie du mouvement, et qui sont des gens compétents, etc., tout ce que vous voulez, pour dire, vous voyez, ça, il n'y a pas de raison que les parlements ne leur donnent pas la confiance pour faire les gouvernements. Ensuite, il faut que les parlements s'accordent sur les points. Et alors, ce qu'ils espèrent, c'est de dépasser les 32%. Les sondages donnent. Ça, vous l'avez évoqué, mais on n'a pas dit exactement ce qu'on a. Les 5 étoiles sont entre les 28 et les 30% dans les sondages actuels. Berlusconi, 15%, 16%. Lega, 16, 17. 16%. Ouais, 16. Ouais. Les partis démocrates, 20, 23. Liberi Uguali, 5, 6. Potere al Popolo, autour de 3, peut-être même pas 3. Voilà, ça c'est un peu pour les trucs. Donc ce qu'ils disent, les 5 étoiles, c'est qu'il faut absolument dépasser les seuils fatidiques de 32, 33 pour que on leur casse les jeux. Donc ça veut dire qu'ils ne pourront pas faire un gouvernement sans nous. Et s'ils ne peuvent pas faire un gouvernement sans nous, ça veut dire que nous, on va donner les points. Parce qu'ils critiquent aussi le fait que les partis démocrates, en 2013, a fait une campagne électorale en disant on va faire la loi sur les conflits d'intérêts, on va donner plus de boulot, etc., etc. Et puis ils ont fait les Jobs Act et aucune loi sur les lois du conflit d'intérêts. Donc ils ont fait soit des choses qui n'étaient pas dans les programmes ou même en contradiction, soit des choses en contradiction. Il dit non, nous on a des points qui ont été, donc les programmes est construit de manière collective sur la plateforme, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure. D'ailleurs la plateforme, entre parenthèses, c'est aussi les supports où on vote par exemple s'il y a des expulsions à faire, des changements de statut à faire, des choses comme ça aussi collatérales. Et donc nous on n'est que des porte-parole du programme, donc sur les programmes on ne va pas négocier. Ce qu'on peut négocier c'est la priorité des points, selon qui est disponible à nous donner les votes au Parlement. Donc, ils disent, mais comment vous pouvez penser, donc on pourrait leur dire, comment vous pouvez penser, vous êtes naïf quoi, de penser que vous allez obtenir les votes de ceux que vous avez critiqués jusqu'à maintenant. Eux, ils se disent, nous, au début, on pensait qu'ils étaient tous des corrompus, tous des crapules, etc., etc. Ça fait 5 ans qu'on est au Parlement, on a rencontré des gens honnêtes dans tous les partis, qui nous disent dans les couloirs, c'est génial ce que vous faites, et après ils votent contre les propositions 5 étoiles, parce que les chefs du parti leur disent de ne pas voter la proposition du 5 étoiles. Et ils se disent, si nous, on va être si forts, et que sans nous, on doit retourner aux élections, il y aura probablement, ils espèrent, il y aura probablement des personnes de n'importe quel parti. Donc ça veut dire des Potere al Popolo, à Parti démocratique, y compris la Lega Nord, la Ligue du Nord. Et ça, s'il y aura quelqu'un qui va soutenir un gouvernement de la Ligue Nord du mouvement 5 étoiles, je suis déjà sûr, je vois déjà tous les médias européens, le mouvement 5 étoiles, ça lie. Non, parce que la logique, ça sera, je pense, différente. C'est-à-dire, ça c'est les points qu'on veut faire, qui est avec nous. Et ils espèrent avoir des cas individuels de n'importe quel parti qui puissent leur donner la majorité. Même si la plupart, surtout de Forza Italia et Parti démocrate, certainement ne seront pas avec eux. Et voilà.
Je voulais juste faire... Non, c'est juste pardon. un point. Oui, de détail. Est-ce que ça continue à exister dans le Parlement italien? Les gens peuvent changer de parti Oui, pour oui. la législature. Oui, il y a eu 500 changements de parti pendant cette législature. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont changé 7 partis au cours de cette dernière législature. Ils vont dans les groupes mixtes, le groupe mixte. Et justement, le premier point de convergence que Di Maio a proposé aux autres partis, c'est d'instaurer le vincolo di mandato. Donc ça veut dire qu'on oblige à ceux qui veulent changer des partis, ils peuvent le faire, mais avant de le faire, ils doivent démissionner et se faire réélire s'ils veulent passer de... Voilà. Ouais, juste deux précisions. En fait, lié Rousseau au mouvement 5 étoiles, il faut... Fabrizio l'a bien dit, mais il faut le souligner à mon avis. En fait, la structure du mouvement 5 étoiles est horizontale. Ce n'est pas une structure verticale. Donc, il n'y a même pas un siège du parti, du mouvement. Donc, tout ça signifie éviter des dépenses publiques, de l'argent public. Et le mouvement 5 étoiles refuse, comme Fabrizio l'a bien dit, aussi tous les financements de l'État. Donc, le mouvement 5 étoiles, en 2013, a refusé 42 millions d'euros pour l'activité politique. Non seulement les parlementaires du mouvement ont versé 23 millions d'euros de leur salaire personnel au fond des PMI, c'est ça en français? PME. Et même les conseillers régionaux et provinciaux ont versé à ce fonds 13 millions d'euros. Donc, ce qui fait presque 100 millions d'euros de la part du mouvement pour des causes sociales. Et donc, pas une structure verticale, une structure horizontale. Donc, comme Fabrizio vient de dire, tous les parlementaires, tous les conseillers régionaux, etc., s'appellent porte-parole, parce qu'ils portent ce qui est décidé sur Rousseau, dans la plateforme Rousseau. D'accord ? Et la deuxième précision concerne la loi qui a été approuvée il y a quelques mois, celle qu'on va utiliser dans quelques jours, dans 4 jours. En fait, ils ont, il faut le dire ça, il faut le souligner, ce qui est la mauvaise politique. En fait, tous les groupes parlementaires se sont mis d'accord pour approuver une loi contre le mouvement 5 étoiles. Parce que le mouvement 5 étoiles a toujours dit qu'il se proposerait aux électeurs en solitude. Donc qu'il ne ferait jamais d'alliance avec d'autres partis politiques. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres partis politiques? Ils ont dit on fait une loi par laquelle il faut se coaliser. Donc il n'y a jamais eu ça en Italie, les coalitions. Hein? Donc voilà. Donc l'idée originaire, c'était ils se mettent d'accord, la droite et la gauche. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez savoir que le Parti démocratique, aux dernières élections européennes, a remporté 40% des voix. 40%. Il est passé, comme Fabrizio vient de dire, de 40% à 20, 21, 22, peut-être même pas ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'idéal, c'était, bon, si les coalitions n'arrivent pas à 41%, il y aura une autre manière de s'allier toujours contre le mouvement 5 étoiles. Et faire comment? Ils comptaient sur 40% et Forza Italia, le parti de M. Berlusconi, 15-20, on est à 60%, et donc avec 51 minimum des suffrages, ils auraient gouverné droite et gauche, une alliance droite et gauche, c'est-à-dire
Parti démocratique et Forza Italia. Mais comme la gauche et la droite ont chuté dans les sondages, dans les appréciations des électeurs, Non, c'est pas maintenant ce n'est même plus possible ça. Donc parce que dans l'idéal, c'était une réflexion du pacte du Nazareno, c'est-à-dire entre Berlusconi et Renzi, pour arriver à 51%, parce que finalement, les deux coalitions ne sont pas de vraies coalitions. Dans la coalition de droite, les uns sont toujours contre les autres. Par exemple, Salvini, qui est de la Ligue, dit que c'est lui le candidat Premier ministre. Et Berlusconi dit non, ce n'est pas Salvini. Salvini, il pourrait être un bon ministre de l'Intérieur, des affaires intérieures, de l'Intérieur. Donc il y a tout un jeu. En fait, ils ont fait une loi, ça il faut le dire, contre le mouvement. Donc dans le Parlement, ils ont fait une loi illégale contre un parti. Ils ont fait une loi contre quelqu'un. Et pas pour que le Parlement représente en pourcentage les voix des électeurs. Ça, c'est quelque chose d'abominable. Chez nous, la Cour constitutionnelle, c'est pas comme en France. Chaque loi en France, j'ai découvert ça, c'est magnifique, elle doit passer par la Cour constitutionnelle avant d'entrer en vigueur. Chez nous, non, elle entre en vigueur et éventuellement